Quel est le principe que nous posons? Il est simple, et à la limite, ça fait l'un de mes rares points d'accord avec le président de la République, qui s'est exprimé le 14 juillet en venant dire simplement « Les Français doivent vivre de leur travail, de leur salaire ». Les Français doivent vivre de leur travail, de leur salaire, non pas de primes, non pas d'aide, non pas d'aumônes que leur accorderait l'État ou leur entreprise, mais de leur salaire. Et il nous faut garantir ici que la valeur de leur travail, que l'inflation ne vienne pas rogner leur salaire, ne vienne pas l'éroder. Quelle est la politique qu'au fond vous menez en laissant une inflation qui a été à 6%, mais dont on sait qu'à l'automne elle sera à 8%, dont elle sera peut-être à 10% cet hiver, alors que dans les boîtes, ça négocie autour de quoi? Ça négocie autour de 2-3%. Ça veut dire que vous instaurez la décroissance. Souvent, vous reprochez la décroissance à nos camarades verts. Mais c'est la décroissance que vous installez là pour les salariés du privé et même du public en France, puisque le point d'indice de fonctionnaire ne va même pas augmenter en même temps que l'inflation. Vous organisez la décroissance des salaires dans ce pays. Nous pensons que l'inflation n'est pas conjoncturelle, mais qu'elle est structurelle. Elle existait déjà avant la guerre en Ukraine. Elle est installée dans le pays pour durer. Elle est le témoin d'une crise écologique qui est en cours. Et donc, à notre sens, il nous faut des réformes structurelles. La réforme structurelle que nous souhaitons, c'est l'indexation, toute simple, toute bête, des salaires sur l'inflation. L'indexation des salaires sur l'inflation. Ce qui a été fait depuis 1952, posé par Antoine Pinet, qui n'était pas un révolutionnaire, jusqu'en 1982. Et en 1982, la désindexation des salaires a produit le triplement des dividendes dans le pays. Nous demandons l'indexation des salaires sur l'inflation. Madame la rapporteure. Défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Oui, j'entends sur les bancs de la majorité qu'il faut laisser les bons acteurs agir, que ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à l'Assemblée de faire ça. Dire d'abord à quel point là, on est supposément dans une loi d'urgence. Or, les mesures sur les branches que vous allez prendre, elles vont devenir effectives dans un an et demi. Ça va mettre une éternité pour des gens qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, perdent 100 à 150 € de pouvoir d'achat dans leur porte-monnaie. Ensuite, on a un Bruno Le Maire qui, de la même manière, vient nous dire qu'il en appelle aux entreprises, qu'il en appelle à Total. Mais on croirait un centre d'appel. Il y a un refus d'intervenir directement dans l'économie. Et là, j'entends Madame la députée qui dit « Mais pour les AVS, ça marche. Les AVS, ça marche. Le rapport réel, il dit 682 € par mois. Est-ce que vous allez faire ce boulot-là pour 682 € par mois ? Vous n'avez pas levé le petit doigt pour le faire. Comment vous pouvez dire que ça marche quand on confie les personnes âgées aux mains de gens qui aujourd'hui sont en dessous du SMIC? Enfin, votre refus d'intervenir dans l'économie, il rappelle simplement qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a voulu interdire le travail des enfants. Le rapport Villermé, 1841, il y avait les mêmes. Il y avait vos ancêtres qui siégeaient sur ces bancs et qui disaient « Malheur au pays si jamais le gouvernement venait à s'immiscer dans les affaires de l'industrie » et qui disaient « C'est le premier pas que nous faisons dans une voie qui n'est pas exempte de péril ». Mais si on avait laissé la bonne volonté du patronat, la bonne volonté du dialogue avec un rapport de force où les uns sont nettement plus forts que les autres, le travail des enfants, on l'aurait encore. Le dimanche, ils ne seraient toujours pas chômés. Les congés payés, on n'en aurait pas. Il n'y aurait pas de sécurité sociale. Il n'y aurait pas de retraite. Il n'y aurait pas de salaire minimum. Il n'y aurait rien de tout ça. Vous le savez depuis l'accordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Et là, vous refusez de faire la loi, vous refusez de faire la loi qui affranchit. Donc sur l'amendement 954 que je mets au vote, avis défavorable commission et gouvernement, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. La richesse est comme le fumier. Elle pue quand on l'entasse, mais porte de nombreux fruits quand on le répand. C'est beau. Bravo. Qui déclarait ça? Francis Bacon, philosophe anglais du XVIe siècle. Nous sommes pour que l'argent soit répandu et porte ses fruits. Quelle est la réalité du pays aujourd'hui? C'est que les salariés qui le font tourner vont
devoir se priver tous les jours sur leur assiette. Moi, dans mes témoignages, c'est sur les fruits, les légumes, la viande, le poisson, à peu près tout. Quand c'est pas sur la santé et évidemment sur les vacances, pendant que dans le même temps, on a des toutes de journaux sur les ventes de Superyacht battent des records, des jets privés, les ventes des jets privés de voitures de lutte ont explosé. La spirale inflationniste aux effets pervers, elle est là. Elle est là quand les profits du CAC 40 bondissent de 73% par rapport à leur précédent record. Quand en sport, un record est battu, il est battu d'un centième de seconde au 100 mètres et on trouve ça formidable. Quand il est battu en saut en hauteur, c'est battu d'1 centimètre et on trouve ça extraordinaire. Là, les records du CAC 40 ont été quasiment doublés par rapport à leur précédent record et il n'y a zéro réaction. Cet amendement vise donc à indexer les salaires des privés sur les bénéfices du CAC 40. Bravo, monsieur Ruffin. Il a raison. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, avis défavorable. On vous décrit les super profits, mais là on peut vous dire que les salaires des patrons du CAC 40 ont doublé l'an dernier. On peut vous dire que les dividendes atteignent des sommes records. On rêve presque du temps où M. Sarkozy disait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour l'investissement, un tiers pour les salariés, un tiers pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié pour les actionnaires. Votre en même temps, et vous vous dites fort préoccupé. Mais qu'est-ce que vous avez? On n'est pas là pour être préoccupé. On est là pour agir. On est là pour décider de faire des lois pour que cette indécence cesse. C'est-à-dire qu'au moment où il y en a qui se gavent, qui s'hyper-gavent, qui se méga-gavent en haut, on vient de serrer la ceinture des gens en bas et des gens qui font tourner ce pays pour de vrai. Ce qui se passe, Montesquieu l'avait résumé. Il disait, puisque vous avez eu Bacon, vous avez Montesquieu, il disait « Si plusieurs tailleurs travaillent à l'habit d'un seul homme, plusieurs autres n'auront pas de quoi se vêtir. » Et là, on laisse les uns se faire des beaux habits de luxe dans tous les sens et le luxe explose, pendant que les autres n'ont rien. Et vous, ici, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que de venir freiner un mouvement qui est un mouvement inégalitaire, par vos choix fiscaux, vous contribuez à agrandir la pente sur laquelle on se trouve déjà. Voilà ce que vous faites aujourd'hui. Donc là, cet amendement vise à indexer les salaires du privé sur les dividendes. Ce n'est pas un objectif, parce que ça voudrait dire que franchement, les salaires du privé, ils vont prendre 20% tous les ans, mais pour contraindre à une modération du gavage chez les dividendes. Puisqu'on nous parle des actionnaires et du petit épargnant, 60% des actions de son pays sont concentrées entre les 10% les plus riches. Voilà la répartition. 1% des personnes de ce pays détiennent 25% du patrimoine. Donc là, il y a une répartition qui est hyper inégalitaire. Et évidemment, vous, votre rôle dans cet hémicycle, c'est de laisser faire en vous disant préoccupé. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Défavorable. La série d'amendements que nous avons posés là, l'indexation des salaires du secteur privé sur les bénéfices, sur les dividendes, sur les rémunérations des patrons du CAC 40 ou sur le patrimoine des 500 fortunes, ce sont bien évidemment des amendements d'appel. Et ce qu'on attendait sur les bancs du gouvernement, sur les bancs de la majorité, c'est une réaction. C'est nous dire comment vous alliez faire pour qu'il n'y ait pas des inégalités qui explosent comme ça, une tension avec les richesses qui se concentrent comme un tas de fumier pour les uns, pendant qu'il n'y a rien pour les autres. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Rien. Le vide, le néant de votre côté. Tout ce qu'on a eu droit, c'est défavorable, point barre, et nous sommes préoccupés. Mais attendez, là on vous demande d'agir là-dessus. Ça prouve bien l'essentiel de votre fonction dans cet hémicycle depuis 5 ans et qui va se poursuivre pour les prochains mois et les prochaines années, c'est simplement être la protection de ceux qu'on vient de nommer. La protection des nouveaux seigneurs, des seigneurs du numérique, des seigneurs du sous-sol, des seigneurs de l'armement, des seigneurs du médicament. Tout comme les anciens seigneurs qui suçaient l'argent des paysans, le blé des paysans et refusaient de payer les impôts. Nous avons des nouveaux seigneurs qui sucent la sève des salariés et qui en plus refusent de payer des impôts dans ce pays. Qu'est-ce que vous allez faire pour leur faire payer 0 € d'impôt pour Total en France sur l'impôt sur les sociétés, 0 impôt pour Sanofi, 0 impôt pour Peugeot, Stellantis, rien du tout sur tout ça, et vous restez les bras croisés, tranquillement sur votre siège, à pas bouger face à cette
cette injustice. Voilà qui vous êtes. Il s'agit d'un amendement de repli, d'un amendement de compromis. C'est de se dire que l'indexation des salaires doit au moins porter jusqu'au salaire moyen qui aujourd'hui en France est à hauteur de 2 300 €. Je note à quel point, quand le débat se déroule sur les primes pendant des heures et des heures, ça ne pose pas de problème à ce que tout le monde prenne la parole, ça ne pose pas de problème à ce qu'il y ait 10 amendements pour dire qu'il faut le découper en une fois, le découper en 2 fois, le découper en 5 fois. Et à ce moment-là, personne ne considère que ça ralentit les débats, tant que ça se polarise sur vos amendements. Mais en revanche, dès que ce sont des amendements qui viennent sur les salaires, il faudrait accélérer les débats. 2 arguments pour avoir le droit à autre chose qu'un défavorable de la part de Madame la ministre. D'abord, un argument de terrain. Bertrand, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire, qui nous dit « Ouais, ça vous gêne. Eh oui, ça vous gêne qu'on cite les Français, qu'on montre le décalage entre ce que vous votez ici et ce qui se passe sur le terrain. » Qui nous dit « Quand Bruno Le Maire demande au patron de faire des efforts et d'augmenter les salaires, nous, ça nous fait rire. Au moment des NAO, des négociations, on est allé voir notre patron pour demander à être augmenté de 5%, juste comme l'inflation. La réponse a été rapide, non. » Premier argument, mais si vous voulez un argument plus théorique, Monsieur Pierre-Cyril Haucoeur, président de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui dit « L'indexation des salaires fut d'abord une revendication de justice, avant d'être légitimée par la théorie macroéconomique keynésienne, puis accusée de tous les maux comme celle-ci. Aujourd'hui où Keynes retrouve droit de citer, des éléments d'indexation pourraient assurer, dans des formes très différentes qu'a pris le travail, sa juste rémunération comme sa capacité à faire vivre dignement les salariés de leur famille, notamment ces travailleurs de première ligne pour lesquels le marché du travail n'est souvent que le nom déguisé d'une relation inégalitaire. » Je pense que ça mérite une réponse de Madame la ministre et de Madame le rapporteur sur le fond, sur la nécessité de cette inflation pour au moins jusqu'au salaire moyen. Madame la rapporteure, votre avis? Défavorable. Madame la ministre? Défavorable. On est là sur des situations qui sont on ne peut plus concrètes. Puisque là, il ne s'agit pas d'amendements généraux sur l'indexation, auxquels je suis favorable, mais dont on a bien entendu qu'ils ont été rejetés, mais de repli et qui viennent identifier un certain nombre de secteurs où il y a besoin d'un soutien pour les salariés. Quels sont ces secteurs? Ce sont ceux dont parlait le président de la République au cœur de la crise Covid, quand il nous disait « Il faudra nous rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » L'amendement d'avant était pour les femmes de ménage. L'amendement présent est pour les aides à domicile. Il y aura un amendement sur l'industrie agroalimentaire. Il y aura un amendement sur la logistique. Autant de secteurs dont il est incontestable qu'ils tiennent le pays et que par ailleurs, comme l'a montré le rapport ORL rendu au gouvernement, ils sont aujourd'hui sous-traités, mal payés très très largement. Et la question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour ces secteurs-là? On n'entend rien. Parce que si c'est la prime, ça a été dit par mon collègue Maudet, mais enfin il faut quand même le redire, dans les transports, 82% des salariés n'ont pas touché la prime Macron. Dans les services au ménage, c'est 93% qui n'ont pas touché la prime Macron. Dans l'aide à domicile, c'est la même chose. C'est une très très large majorité qui n'ont pas touché la prime Macron et ce n'est pas parce qu'on va tripler le plafond qu'ils vont davantage la toucher. Donc cette réponse ne fonctionne pas. Si on dit que c'est pour les branches, mais le temps que les branches se mettent en branle pour l'entretien, qu'est-ce que ça a donné dans cette Assemblée nationale? Il faut quand même le dire avec un peu d'humilité. Il y a maintenant 2 ans, je portais un texte sur les femmes de ménage contre la sous-traitance et la maltraitance, et ça a donné que rien n'a bougé, ou presque. Il y a un vague début de quelque chose de 13e mois, mais qui n'a pas été formalisé, et ça a donné, je suis désolé d'en parler comme ça, mais un mort. Parce qu'on a laissé faire cette... Merci, oui, monsieur Ruffin. Parce qu'on a laissé faire cette sous-traitance. Madame la rapporteure? Défavorable. Madame la ministre? Défavorable. Monsieur Ruffin? On vous parle des métiers essentiels dont le président de la République a dit le plus grand bien pendant le cœur de la crise Covid. On vous demande qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus. On vous dit la prime Macron, vous nous proposez, ne fonctionne pas. On vous dit les branches, ça va peut-être y avoir quelque chose de très hypothétique d'ici quelques années. Et là,
au moins vous me dites non, on ne veut pas de l'indexation des salaires pour les femmes de ménage, on n'en veut pas pour les auxiliaires de vie sociale, on ne veut pas parce qu'on craint la spirale inflationniste sur des salaires qui aujourd'hui sont de 800 € par mois. On en est là. On en est à craindre la spirale inflationniste sur les salaires à 800 € par mois, tandis qu'on ne craint pas le doublement du salaire des PDG qui, eux, sont de plusieurs dizaines de millions. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, on demande quand même une réponse du gouvernement, une réponse de la rapporteure sur tous ces métiers que je viens de citer. Et peut-être que ça vous permettra de faire tomber les amendements suivants, puisqu'on aura une réponse du gouvernement sur ces métiers essentiels. Qu'est-ce que vous comptez faire? Pour l'instant, c'est rien, parce que les deux réponses que vous avez faites dans ce texte de loi, elles sont nulles et non avenues. C'est la même demande, Madame la Présidente, d'un relèvement, au moins que ça suive l'indexation des salaires pour les assistantes maternelles, qui aujourd'hui sont très nettement, pour la plupart, en dessous du SMIC, alors qu'elles travaillent de tôt le matin jusque tard le soir. Première chose, je n'ai toujours pas entendu de proposition du gouvernement ou de Madame la rapporteure sur cette série de métiers spécifiques dont on nous a dit le plus grand bien pendant la crise Covid, dont on nous a dit qu'ils seraient revalorisés, il n'y a rien qui advient, et qui sont aujourd'hui rognés par l'inflation. Il n'y a rien qui est proposé pour toute cette série de métiers-là. Il n'y a même pas, enfin voilà, il n'y a aucun début de quelque chose. On nous dit là qu'on instrumentaliserait. Je rappelle ce qui s'est passé en commission sur le texte sur les femmes de ménage, encadrer la sous-traitance, faire cesser la maltraitance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez décidé de ne rien faire, vous avez décidé de voter le texte et vous avez décidé de dire qu'il fallait renvoyer ça à la négociation de branche. C'était il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a donné, la négociation de branche au niveau de l'entretien? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est une preuve par l'exemple. C'est une preuve par l'exemple de la nécessité de faire des règles et faire des lois, d'autant plus dans des secteurs comme ceux-là, où les petites entreprises de nettoyage, ou les moyennes ou les plus grosses, sont dépendantes des donneurs d'ordre. Et même dans cette institution ici qui devrait être remarquable, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 5 ans d'un dialogue de sourds avec l'ancien questeur. Ce qu'on aimerait entendre aujourd'hui, en réaction à ce qui vient de se passer, c'est de se dire que oui, on va faire cesser la sous-traitance et la maltraitance, au moins ici, et qu'on va donner l'exemple pour le reste du pays. Je pense que ça serait ça qui serait le plus digne de notre part. On estime qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. On vous présente là des secteurs clés de la vie française, des métiers qui sont reconnus comme indispensables et essentiels, qui, pour beaucoup, sont au ras du SMIC ou sous le SMIC. Ça a été identifié, je vous le répète, par ce rapport RL remis au gouvernement. Non seulement avant la crise, là, ils étaient déjà sous l'eau, ou à la limite, mais là vient en plus se rajouter l'inflation, et vous ne proposez dans ce texte ou ce soir aucune mesure qui réponde à leurs soucis. Voilà pourquoi nous maintenons cette série d'amendements. Nous aimerions que le gouvernement vienne ici dire que vous avez quelque chose à proposer pour les aides à domicile, que vous avez quelque chose à proposer pour les femmes de ménage, que vous avez quelque chose à proposer pour les ouvriers du bâtiment, que vous avez quelque chose à proposer pour les salariés de la logistique. Pourquoi les salariés de la logistique? Je prends le cas de Amazon, évidemment, qui est le plus grand, le plus connu. Alexandra, je gagne 1 400 € net après 4 ans d'ancienneté. Mais c'est incroyable ce brouhaha dès que simplement on se propose d'évoquer la vie des Français qui font tourner ce pays. Ça vous gêne? Ça vous gêne? Il faut rester dans votre entre-soi bourgeois? Donc je vous le dis. Oui. Je gagne. Alexandra, je gagne 1 400 € net après 4 ans d'ancienneté. J'ai 2 enfants qui font des études. Je suis divorcé. Avec mon loyer de 550 €, l'essence, l'alimentation, le gaz, il me faudrait 200 € de plus par mois pour être bien. Ça, chez Amazon. Amazon, où le patron veut aller dans l'espace et se conduire un yacht qui ne passe pas sous les ponts. Et on laisse faire ça. Merci, et il n'y a pas d'augmentation des salaires en proportion de l'inflation. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'amendement numéro 929 qui a eu un avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Dans la continuité, évidemment, là, il s'agit des salariés de l'industrie agroalimentaire. Quand je vais chez Bigard, qu'est-ce qu'on me distribue? On me distribue des fiches de paye sur lesquelles il y a
1 480 € avec 15 ans d'ancienneté, 1 480 €. Et dans la colonne budget loisirs fourni par ce salarié, 0 loisirs, budget vacances, 0 vacances. Il y avait marqué budget coiffeur 15 €. Je me demandais bien pourquoi, parce que le gars était à moitié chauve. Mais n'empêche, là on sait bien que on ne vit pas dans ce pays s'il n'y a pas une industrie agroalimentaire qui bosse. On l'a dit, la prime Macron dans l'industrie agroalimentaire, sont 85%, 90% à ne pas la toucher. Quelle réponse vous avez sur ces métiers-là? Quelle réponse? Enfin, moi, je suis assez stupéfait par le fait qu'en effet, il y a eu beaucoup d'amendements. Mais pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce qu'à un moment, le gouvernement nous dégaine quelque chose. Il vient de nous dire on a quelque chose à proposer à ce sujet. Et pour l'instant, et c'est pas pour l'instant, puisqu'on arrive à la fin de la série, et de manière assez désespérée pour moi, sur les métiers dont tout le monde dit, c'est incroyable, vous savez, dans cet hémicycle, plus le travail est célébré, plus il est au quotidien dévalorisé. On le célèbre dans les mots pour mieux l'écraser dans les faits. Voilà des métiers dont on va aller passer tous de la confiture en disant « Oh, ils sont indispensables, ils sont essentiels, ils sont formidables », mais concrètement, quand il s'agit de faire quelque chose au bas de leur fiche de paye, c'est comme s'il n'y avait plus personne sur les bancs du gouvernement. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Défavorable. Madame la ministre? Défavorable. Il s'agit à nouveau de réclamer pour les aides à domicile, pour les auxiliaires de vie, pour toutes ces personnes qu'on dit essentielles, qui s'occupent des personnes âgées du matin au soir et avec des horaires infernaux ou infernales, mais qu'au minimum, elles aient le salaire minimum relevé à 1 500 €. Aujourd'hui, elles seront très nettement en dessous du salaire minimum. Il y aurait la nécessité de revoir les horaires. On a déposé une série d'amendements là-dessus qui ont été jugés cavaliers, mais il y a la nécessité de construire du temps plein pour ces métiers-là. Je regrette qu'on ne puisse pas parler de comment on construit pour ces métiers aux horaires découpés par petites tranches du matin au soir, comment on construit un temps plein et un salaire plein. Comment ça se fait que dans une loi sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas la possibilité de mettre en discussion pour ces métiers-là la nécessité de construire du temps plein et du salaire plein. Alors là, c'est une responsabilité déléguée, mais je vais parler d'un autre métier, ce sont les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui de la même manière, parce qu'on leur construit du travail à temps très très partiel, n'ont que des salaires très très partiels. Et le minimum dans l'éducation nationale devrait être le salaire minimum, le SMIC, dont chacun sait ici, je mets au défi quiconque ici de vivre normalement avec 1 300 € par mois. On sait qu'on n'y arriverait pas. Et donc si on sait que les autres, qu'on n'y arriverait pas nous-mêmes, comment on peut penser que les autres vont y parvenir? Donc le minimum, c'est que ces métiers qu'on considère comme essentiels et qui tiennent le pays debout se retrouvent à 1 500 €. Monsieur Ruffin. Oui, Madame la Présidente. Mon comportement dans cet hémicycle a toujours été que si jamais on peut gratter quelque chose, on le prend. S'il y a moyen de faire un petit pas, qu'on arrive à remplir un demi-caddie pour une auxiliaire de vie, on le prend. Le souci, là, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un petit pas, il n'y a pas un orteil, il y a du vent. Quoi pour les salariés de la deuxième ligne? Rien. L'inflation, là, installée dans la durée, vous ne proposez aucune mesure structurelle pour l'affronter. Et il en est de même sur les petites retraites. Qu'est-ce qui va se passer? Vous proposez 4% d'augmentation. On sait déjà qu'on est à 6% d'inflation, qu'on va être à 8% d'inflation. En vérité, sur tout ça, sur les salaires, et y compris les bas salaires, sur les petites retraites, sur la revalorisation des allocations familiales, ce que vous faites, ce n'est pas une protection du pouvoir d'achat, c'est pour ça que je souhaite renommer le titre en toute franchise, c'est une planification, c'est une organisation de la diminution du pouvoir d'achat et en particulier du pouvoir d'achat des plus modestes. Voilà ce que vous organisez. Et ça, dans un temps, vous savez qu'il y a une hyperinflation pour les plus riches de ce pays qui ne vous pose pas de souci. Donc, au moins, on ait la franchise de se dire ce qu'on fait ce soir.